National 2, acte 3. Bonjour à tous. Le championnat de National 2 a disputé sa troisième journée ce week-end et on va revenir bien évidemment comme chaque mardi dessus avec Replay N2 et son programme habituel, le top but, le top arrêt, une interview d'un acteur du championnat de N2, vous le découvrirez dans un instant. Et puis pour terminer donc le tableau d'affichage avec le classement, les résultats groupe par groupe et puis les images fortes. Donc tout ça c'est dans Replay N2, c'est dans cette émission et on va commencer comme traditionnellement par le top but de la troisième journée. Qui donne à Nariès. Passé. Attention. Par là, voilà le crochet. Enchaîne avec la frappe. Oh là. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Deux jolis buts pour commencer cette émission comme d'habitude. Ça donne le sourire pour bien démarrer. Mais nous, on va encore garder le sourire avec notre invité du jour, qui est un acteur du championnat de National 2. Ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un entraîneur, ce n'est pas un président. Il ne fait pas partie d'un club, mais il fait partie de cet horizon National 2 puisqu'il tient avec son équipe une page, un compte Twitter, un site internet à propos d'un club. C'est Jérôme Drakid qui est rédacteur en chef donc du site et du compte Twitter US Créteil 1936. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme, on a envie de savoir qui se cache véritablement donc derrière ce compte Twitter et ce site internet donc US Créteil 1936. US Créteil 1936, c'est des supporters de l'US Créteil qui ont créé ce site en marge de la communication du site officiel. C'est un site qui a vocation aussi à être un petit peu multisport, donc on relaie vraiment l'US Créteil aussi bien en football majoritairement, mais aussi bien en handball ou les exploits des sportifs individuels dans les grands championnats d'athlétisme ou de vélo. Et donc, c'est quelques supporters qui ont monté ce site-là parce que c'est vrai que quand la communication officielle a accès aussi beaucoup sur la particule lusitanos, bah voilà, c'est surtout sur cet élément-là qu'il y a eu une dissidence, un schisme en fait, si tu veux, et que donc l'US Créteil, qui est un club multisport qui existe donc depuis 1936, dont les couleurs est le jaune et bleu, bah on voulait aussi perpétuer cette image-là et cette communication. Qui n'était pas le cas sous la présidence d'Armand Lopez, par exemple. Alors nous, on va évidemment rester sur le ballon rond. Jérôme, on a envie de savoir comment vous vous y prenez pour travailler, comment vous répartissez votre travail et combien également vous êtes dans votre équipe. On est 5 personnes, on va dire noyau dur, bureau principal, et puis après on a régulièrement aussi des bonnes volontés qui viennent nous aider pour la rédaction de quelques articles. On a un community manager, Seb, qui a aussi recruté un photographe pour qu'on puisse avoir nos propres images sur le bord du terrain à Duauchel. Et donc voilà, on se répartit la rédaction essentiellement des comptes rendus. C'est surtout d'avoir de donner les nouvelles en période de mercato, sortir vraiment les informations qui sont attendues par les supporters du club. Et donc on voit que parfois on est complémentaires ou au même niveau, ou même parfois on avance sur la communication officielle. Donc on a toute notre place aussi à Créteil. C'est vrai qu'on a cette impression que vous êtes le compte officiel du club. Alors c'est pas pour dénigrer ce que fait véritablement donc le compte officiel du club, mais c'est plus davantage pour mettre votre travail en avant. On cherchait pas forcément à voler la place ou à se mettre en avant, mais on cherche simplement à être le plus réactif, le plus efficace possible, et puis surtout à donner les informations. Et par contre, on se permet aussi, quand on estime qu'au niveau de la communication officielle du club, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, à le dire ou à être à apporter une autre lumière pour dire voilà, ces événements-là qui ont été décrits comme tels, nous on a une autre version, donc voilà, ça peut être des cas de figure aussi. Jérôme, on a aussi envie de savoir d'où te vient cette passion de l'US Créteil.
Moi, je suis né, alors je suis né en région parisienne et j'ai vécu jusqu'à mes 18-20 ans à Créteil. Donc, comme beaucoup de gamins, j'ai été emmené par mon père au stade dans les années début des années 90. On partageait une barquette de frites comme ça pendant les soirs de matchs d'hiver. Et c'est comme ça que j'ai été mordu. Et puis j'ai suivi, j'ai continué à jouer. J'ai intégré des groupes de supporters. Alors moi, j'ai jamais fait partie vraiment de la mouvance ultra, plutôt des supporters, on va dire modérés. Et puis, je continue à suivre le club, quelle que soit la division dans laquelle il est. Et donc, voilà, toujours depuis, j'ai maintenant bientôt 40 ans, j'ai 39 ans cette année et je continue à suivre le club. Alors justement, avec ton point de vue, Jérôme, cette vision à long terme, comment tu expliques, toi, la chute de l'US Créteil? C'est un club encore qui évoluait il n'y a pas si longtemps, en Ligue 2, voire en National. Bon, il y a eu des erreurs de gestion de fait. C'est vrai que ce club est oscillé entre National, Ligue 2. Bon, voilà, on sait que son budget lui permet pas d'être dans les 20, 25, 30 premiers clubs de France, en tout cas à l'heure qu'il est. Donc, on s'est toujours rattrapé sur le plan sportif, sur une certaine expérience et puis sur de la formation aussi. Maintenant, ça va faire 10 ans qu'on n'a pas eu de grande affiche à Duauchel, que ce soit en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France contre une équipe professionnelle. Donc, on sent vraiment qu'on a basculé, qu'on a changé d'air et que là, on est vraiment descendu à un autre niveau. Je pense que ça s'explique par plein de facteurs, des erreurs de recrutement, un entêtement dans certaines décisions, des mauvais choix d'entraîneurs successifs qui font que malheureusement ce club a moins bien travaillé que d'autres, notamment en région parisienne où on se fait doubler par le Paris FC, le Red Star, alors que pendant des années on était le club numéro 2 derrière le PSG en Ile-de-France et maintenant malheureusement c'est loin d'être le cas et on espère qu'avec la nouvelle direction tout ça va changer un petit peu. Bon, ce qui est plutôt encourageant en tout cas, c'est le bon début de saison de l'US Créteil. Un match nul et 2 victoires, dont celle contre Metz ce week-end. Comment justement toi tu juges ce début de saison de l'US Créteil? On est plutôt content parce que au niveau comptable, les points sont là. On est assez content de la communication du nouveau coach Stéphane Massala. Et puis, il y a quelques efforts qui ont été faits, notamment un effort financier qui a été fait pour pouvoir garder Alexis Arrojo, un de nos meilleurs joueurs de la saison dernière. Donc, ça démontre aussi que le club met les moyens pour faire quelque chose. Après, dans le fond, dans le contenu, pour faire un comparatif avec la dernière saison qu'on a passée en N2 avec le coach Carlos Secretario à l'époque, on trouve que la différence de niveau est moins flagrante. Donc là, on a moins l'impression qu'on va se balader cette année et que la remontée immédiate est loin d'être acquise. Voilà, on voit qu'on est plus proche du niveau du National 2. Alors après, on laisse aussi un petit peu de temps aux nouveaux effectifs, aux nouveaux joueurs, que tout ça se mette en place. Il y a eu beaucoup de changements, donc ça c'est normal. Et on ne peut pas se plaindre tant que les résultats sont là. Allez, dernière question Jérôme, si tu devais donner des raisons à ceux qui ne suivent pas encore l'US Créteil, de le suivre justement cette saison. Bon, après, c'est un club francilien, c'est un club qui véhicule d'autres valeurs, d'autres images que celles du PSG. C'est un club dans lequel il y a peu de joueurs avec un ego. On est plutôt sur un esprit collectif, familial. Il est très facile d'approcher les joueurs à la sortie de l'entraînement. Les supporters également, les travées du Rochelle sont très très bon esprit. Donc, on invite tous les gens du Val-de-Marne ou de l'Île-de-France à suivre ce club qui en plus maintenant semble s'appuyer plus sur un filon français ou même francilien local pour pouvoir sortir des joueurs, et ce qui n'a pas forcément toujours été le cas alors qu'on faisait des recrutements un petit peu exotiques sans trop de raison. Là vraiment il y a tout pour que ce club retrouve une nouvelle identité avec le changement de direction aussi. Bon, c'est plutôt des bonnes raisons, bravo à toi Jérôme. En tout cas, merci d'avoir été là pour cette interview. Encore félicitations pour votre travail fourni. On vous conseille bien évidemment de suivre ce compte Twitter et le site internet US Créteil 1936 pour tout suivre de l'US Créteil. Merci à toi d'être intéressé à notre club. Merci à toi Jérôme. Nous on va passer à notre top arrêt après le top but tout à l'heure. Place au gardien. Bien, tout de suite la tentative et la frappe et la déviation et la frappe.
comme d'habitude, les buteurs et les gardiens qui ont eu le droit à leur mise en avant. On va maintenant faire un petit tour de tout ce qui s'est passé groupe par groupe. C'est le tableau d'affichage. Du groupe A jusqu'au groupe D, c'est les classements, c'est les résultats, c'est les images fortes de ce week-end. Et on va bien évidemment commencer par la poule A avec le match que l'on a suivi. C'est la rencontre entre Rouen et Blois, une rencontre entre une équipe en forme, une équipe qui a bien démarré sa saison et une équipe en demi-teinte, le Blois Foot 41, qui a donc subi la loi des Rouennais. L'ouverture du score, elle est venue de Barthélémy à la 18e minute en faveur des locaux. L'égalisation est intervenue quelques minutes plus tard avec l'égalisation signée Rousseau. Et puis finalement, tout s'est joué dans cette première mi-temps avec le deuxième but signé Ibahi pour le FC Rouen. Ibahi, déjà héros lors de précédentes rencontres, qui inscrit encore un nouveau but pour sa nouvelle équipe, l'ancien joueur de Versailles, qui permet surtout à Rouen donc de faire un 3/3 en ce début de saison, tout comme Poissy, vainqueur dans la folie même, j'ai envie de dire, de Granville, 4-3. Ils étaient à 9 contre 11, les joueurs de Poissy. Ils étaient menés 3-1 à 15 minutes du terme et donc en infériorité numérique. Cette folle victoire face à Granville, et ça s'est encore une fois décidé dans les derniers instants pour les partenaire de Jimmy Banor qu'on avait reçu la semaine dernière et qui nous expliquait la mentalité qu'il y avait dans ce groupe. Ça s'est encore une fois prouvé. 3 victoires à chaque fois, donc décidées dans les derniers instants pour Poissy. On regarde l'ensemble des résultats avec Chambly et Racing Club de France qui se sont tenus en échec 0-0. La victoire de Guingamp qui démarre bien sa saison également 3-2 contre Beauvais. Et le match nul animé entre Saint-Malo et la réserve du Stade Rennais. Au classement, ce que ça donne, donc Rouen et Poissy en tête avec 9 points. Et à noter que ce sont les deux seuls clubs, tous groupes confondus, à être à ce bilan de points après 3 journées. Le Racing et Guingamp qui suivent derrière avec 7 points. Et à l'autre bout du classement, la réserve du Stade Malherbe de Caen qui cherche encore ses premiers points. Lanterne rouge donc avec 0 points au compteur. On file dans la poule B pour suivre une équipe qui a également bien démarré sa saison face à une équipe qui descend tout juste de National. C'est Boulogne qui se déplaçait du côté de Reims et les Rémois qui ont fait le boulot. Tout s'est décanté dès le quart d'heure de jeu avec l'ouverture du score de Mohamed Touré qui donne l'avantage définitif aux Rémois, qui, je l'ai dit, démarre plutôt très bien ce championnat. On le verra au classement dans un instant. Avant ça, on regarde les autres résultats. On en parlait tout à l'heure avec notre invité Jérôme et l'US Créteil qui s'est imposé à Metz 2-1. Agno et Fleury qui se quittent bons amis, un but partout. Les victoires des Lusitanos contre Wascal 3-1. Même score pour Bobigny face à Saint-Quentin. Et Belfort qui remporte le derby de la Franche-Comté, victoire face à Besançon 2-1. On notera également les succès des promus, celui de Colmar à Sainte-Geneviève et celui le premier de la saison pour Furiani face aux Vosgiens d'Épinal. Le trio de tête au classement, c'est Créteil, Reims et Fleury qui en découdent donc avec 7 points chacun. Et de l'autre côté du classement, le Racing Besançon qui cherche encore donc ses premiers points, 0 points encore. Et on notera également que Boulogne, tout juste relégué de National, démarre mal également avec un petit point seulement au compteur. Allez, on file dans le groupe C où un derby animé cette troisième journée de National 2. C'est le derby de Lyon entre l'Aduchère et l'Olympique Lyonnais. Une équipe qui a bien démarré, l'Aduchère, une équipe en difficulté, celle de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, ça ne s'est pas du tout vu en ce début de rencontre du côté de l'Aduchère puisque ce sont les Gones qui ont très bien démarré avec l'ouverture du score très rapide de Lega pour l'Olympique Lyonnais et le doublé pour ce même Lega après la demi-heure de jeu. 2-0 pour l'OL qui cherche son premier succès. Et ce n'est pas la réduction du score un peu tardive donc de Gebabli à la 81e minute qui est venu perturber ça. L'Olympique Lyonnais donc qui vient chercher son premier succès de la saison sur le terrain de l'Aduchère. Premier succès de la saison également pour Louan Cuiseau. C'était vendredi soir sur la pelouse d'Auxerre, 2-0. Et de Thonon, le promu qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Canet. Les autres résultats, il y a eu beaucoup de matchs nuls entre Jura Sud et Alès. Tout d'abord, un but partout, même score entre Fréjus et Marignane. 2 buts partout entre Aubagne et Saint-Priest. Hier et Grasse qui se sont quittés sur le score de 1 but partout. Au classement, le duo de tête, c'est Jura Sud et Marignane. 2 victoires, 1 nul. C'est le bilan partagé par les deux équipes avec donc 7 points au compteur. Et c'est Grasse, la déception de ce début de saison. Grasse, on le rappelle, dauphin l'année dernière de Martigues dans la poule C.
qui ferme la marche donc avec 2 petits points seulement après 3 journées. Et on termine donc ce tour des groupes par le groupe D, bien évidemment, avec l'affiche entre Andrézieux et Trélissac. Trélissac qui a très bien démarré son championnat avec 2 victoires. Andrézieux également plutôt bien parti. Donc une rencontre entre 2 ambitieux, remportée par Andrézieux sur sa pelouse grâce à un but de Cassa à l'heure de jeu. Un but qui suffit au bonheur des joueurs d'Arnaud Marcanteil. Et on regarde les autres résultats. Vendredi, il y a eu 2 rencontres déjà avec 2 affiches. Angoulême et le Gol FC qui se sont quittés sur le score de 0-0. Et les Herbiers qui accueillaient Bergerac. Match nul, 1 but partout. La réserve des Nantais lance enfin sa saison grâce à sa victoire contre Chamalières, 3-1. Et on notera également que les promus continuent de faire sensation après ces 3 premières journées puisque Vierzon s'est imposé sur la pelouse d'un autre promu, le Stade Bordelais, sur la plus petite des marges. Et le match nul Salvateur de Saumur sur la pelouse des réservistes de Lorient. Et voilà que les 2 promus donc sont en tête avec Andrézieux, 7 points chacun. Ça commence fort pour les 2 équipes. En revanche, ça commence très mal pour Moulins-Isère, toujours 0 points après 3 journées. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de la 3e journée de National 2. Le débrief complet, c'était dans Replay N2. Vous retrouvez vendredi live N2 pour déjà évoquer la 4e journée avec Denis Balbir, bien évidemment. Vous pouvez suivre également donc toutes les rencontres de cette 4e journée de N2 sur footsport.com ce samedi. En attendant, nous on se retrouve mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous.